Salut bande de chips. Aujourd'hui, on va aborder un petit sujet théorique, parce que j'ai eu une question sur Facebook qui me demandait comment fabriquer une fourche Springer comme sur le Rock'n'Bob. Et je me suis dit qu'il était intéressant que je partage les connaissances que j'ai acquises sur le sujet. Alors mes sources sont simples, c'est mon expérience, et la revue technique automobile de janvier 1950, oui, de janvier 1950, qui traite de la Renault Juva 4, qui est une voiture de collection que j'aimerais bien avoir un jour, et de comment faire une bonne direction, vérification et remise en état de la direction, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est vraiment passionnant et ça a un charme, que les revues techniques automobiles d'aujourd'hui n'ont plus. Voilà, et donc, mon expérience m'a amené à concevoir des mauvaises directions, donc des mauvaises fourches et des mauvaises façons de les construire. On va parler donc de 3 cas de figure pour fabriquer une direction sur un 2 roues. Après, on abordera très rapidement le 4 roues, puisqu'en fait les contraintes qui sont rajoutées sont très faibles. C'est quasiment la même chose, mais sur un 2 roues, il y a des choses qui sont évidentes. On va être obligé de trafiquer un peu pour que ce soit le cas sur une 4 roues. Alors, on va commencer tout de suite par parler d'une mauvaise façon de faire une direction. C'est la roue de caddie. Vous avez déjà vu la roue de caddie qui touche presque pas le sol, est zigzag. Et nous, ce qu'on recherche, c'est certaines qualités dans une direction. J'aurais dû dire ça au début, mais je me rattrape. Les qualités qu'on recherche sont la précision, donc quand on vise une trajectoire qu'on arrive à l'atteindre, la stabilité. La stabilité, c'est caractérisé par le retour au neutre et la capacité à suivre une ligne droite. C'est-à-dire que quand vous lâchez votre volant en virage, il revient au neutre. Si vous lâchez votre guidon en virage, vous cassez la gueule. Mais si jamais vous le faites sans vous casser la gueule, normalement il doit revenir au neutre, si c'est bien fait. Et la ligne droite, normalement, vous pouvez lâcher votre guidon. Si vous avez un vélo qui est bien foutu, vous pouvez le faire. Si vous avez un vélo qui est mal foutu, vous ne pourrez pas le faire. Et donc la roue de caddie n'est pas du tout un bon exemple. Pourquoi? Parce que le point de contact est situé derrière l'axe de rotation. Et l'axe de rotation, en plus, n'a pas du tout d'angle. On ferait la même chose avec un angle, ça deviendrait impossible parce que la roue se retournerait. Attendez, je vais chercher une baguette. Bon, on va reprendre avec une baguette. Alors, il y a 2 points qu'on va regarder. C'est le point de contact entre l'axe de rotation et le sol, et le point de contact entre l'axe de la roue et le sol, qui revient exactement au même que le point de contact entre la roue et le sol. Sauf que moi, je fais des dessins par rond. Mais techniquement, c'est le même point. Sinon, c'est que vous avez des roues par ronde. Je ne vous recommande pas du coup de rouler, même avec une très bonne direction. Donc là, comme le point de contact de la roue est derrière le point de contact de l'axe, vous allez avoir aucune stabilité, aucun retour au neutre. La roue fait ce qu'elle veut. Votre roue va se balader. Vous allez guidonner, vous allez vous casser la figure. D'ailleurs, essayez de faire du chariot sur 2 roues, vous allez voir, ça va mal se passer. J'ai jamais essayé, mais ne le faites pas. Ne faites pas ça chez vous. Bon, par contre, il y a une direction à laquelle on pense tout de suite, c'est la direction de base. On a un axe de rotation qui est aligné avec notre fourche. Donc, notre point de rotation de la roue passe par l'axe de rotation de la fourche. À ce moment-là, on se retrouve avec une distance très importante entre le point de contact de l'axe de rotation et le point de contact de la roue. Cette situation n'est pas une bonne situation parce que la distance ici est trop grande. Ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une très mauvaise stabilité et une très mauvaise précision. Pour une raison très simple, qui est que quand vous allez tourner votre guidon, imaginez-le en 3D, votre véhicule va descendre. Et puis quand vous allez relever le guidon, il va remonter. Donc vous allez avoir la force gyroscopique de la roue qui va être très très puissante là par contre, parce qu'elle est pile alignée avec l'axe. La force gyroscopique, c'est ce qui vous permet de tenir sur un 2 roues. C'est ce qui fait aussi quand vous tenez une meuleuse et que vous essayez de la bouger alors qu'elle tourne, elle ne se comporte pas normalement. C'est un problème sur les avions à hélice, c'est un problème dans plein de choses où il y a des rotations en jeu. Mais là, c'est quelque chose de très positif. C'est ce qui me permet de tenir sur un 2 roues et c'est ce qui permet à la direction de revenir droite. Mais cette faculté à revenir droite, elle va être contrée par l'envie que va avoir le véhicule de tomber. Donc il va y avoir un angle à partir duquel vous aurez du mal à redresser. Et l'autre chose que ça va faire, c'est que quand vous allez tourner, les 2 points de contact de votre véhicule, on va dessiner ça ensemble tout de suite, parce que j'ai... Voilà. Donc vous avez votre roue arrière qui est là, et votre roue avant qui est là.
Et du coup, j'exagère un peu, mais votre point de contact va se déplacer. Et alors ça, c'est très mauvais. C'est lié à la distance hein, entre les deux axes. Hein. Du coup, d'ailleurs, ça va se décaler dans l'autre sens. Bon, peu importe, ça va se décaler. Et du coup, votre trajectoire va aussi évoluer, ce qui fait que vous n'aurez pas de précision. Et en plus, si vous dépassez une zone, le véhicule va avoir envie de tomber. Si vous freinez en plus dans le virage, alors là, on parle de l'irréversibilité, c'est-à-dire que si vous prenez une bosse ou si vous freinez, la direction n'aille pas plus dans un sens ou ne revienne pas au neutre, c'est-à-dire que vous preniez votre bosse ou pas votre guidon, vous n'avez pas de retour. Et l'indépendance, c'est l'indépendance des autres éléments, donc des suspensions et des freins. Évidemment, avec ce système-là, quand vous prenez votre suspension, va changer cette distance-là drastiquement, de façon très importante. Et du coup, le fait de freiner va en plus jouer sur la direction. Enfin là, c'est une catastrophe. J'ai conçu une fourche comme ça, sur le Poupoudou Mini Chopper. Je vous montrerai après ce que j'ai fait pour corriger ce problème. Parce que moi j'avais la chance d'avoir une très petite roue, donc ça a été très facile à corriger. Et on va arriver à la bonne solution. La bonne solution, c'est d'avoir des têtes de fourche. Ça paraît bête, mais c'est pour ça qu'il y a des têtes de fourche qui décalent l'axe de votre suspension, l'axe de votre fourche, ou pourquoi les vélos ont des fourches courbées. C'est parce qu'il faut avoir une distance ici qui soit faible. On a vu ici que le point de contact de l'axe de rotation et le point de contact de la roue doivent être dans le sens de la marche. Donc comme ça, mais il faut réussir à minimiser, moi j'ai marqué 3 à 4 à 5 cm, c'est ce que j'avais vu en faisant mes recherches, j'ai pas la source de ce chiffre, mais expérimentalement et quand on regarde des véhicules qui existent, c'est ce sur quoi on retombe. Il y en a qui ont moins, mais il faut vraiment que vous n'ayez pas de suspension, parce qu'évidemment quand vous allez prendre une suspension, cette distance va changer. Donc, et surtout si ça passe de l'autre côté, c'est une catastrophe. Hein. Votre direction a envie de tourner. Ça devient catastrophique. Et là, pour le coup, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le véhicule va être plus bas quand votre direction sera droite. Donc vous imaginez, il ne faut pas. Clairement, vous pouvez essayer si vous voulez faire un véhicule comme ça, mais il ne faut pas. Et pour avoir cette précision, cette stabilité, il faut aussi avoir un angle minimum. Là, ici, il n'y a pas d'angle. C'est pour ça qu'il n'y a pas de stabilité. L'effet gyroscopique, pour qu'il ait un effet, il faut qu'il y ait un minimum d'angle. Sinon, vous allez guidonner. Je ne connais pas les explications physiques de ce phénomène, mais j'ai constaté moi-même, et vous constaterez sur une route caddie, vous pouvez vous amuser à prendre des caddies banco. Banco, c'est le pluriel de bancal. J'ai mesuré un minimum de 15 degrés. Là, l'exemple que je vous donne est à 45 degrés quasiment, donc c'est quelque chose de très violent. Hein. Là, on est sur du bon gros chopper. Mais vous pouvez mettre l'angle que vous voulez. Plus il sera faible, moins vous aurez un retour au neutre qui sera évident. Il y a un bon compromis. Vous regardez les vélos, les motos, tout ce que vous voulez. Les trucs standards, c'est environ 15, 17, 20 degrés. Voilà. Et donc, on voit bien le rôle là des têtes de fourche. Et donc, il faut calculer, avant de fabriquer votre fourche, il faut que vous calculiez cette distance-là. Il faut que vous calculiez votre point de contact. Sinon, c'est mort. C'est pour ça que quelqu'un qui prend un cadre d'origine, qui met une fourche plus longue pour faire un chopper, c'est une merde à conduire. Si vous prenez une fourche qui est faite pour avoir cet angle-là et que vous l'inclinez, vos têtes de fourche ne seront pas de la bonne longueur et c'est une merde à conduire. Et ça aussi, j'ai testé pour vous. Donc, c'est ça la bonne solution. Et l'indépendance des freins, des suspensions et l'irréversibilité, c'est-à-dire que vous passez dans une bosse, ça ne change rien, ça vient du fait que vous devez toujours rester aligné. On en revient à cette histoire de non-alignement entre l'axe de rotation et le point de contact. Je pense que ce schéma est beaucoup trop petit pour que vous voyez quoi que ce soit, donc on va reprendre. Si jamais votre axe de rotation est ici, votre point de contact est là, et votre point de contact arrière est là, donc là on imagine la roue arrière, la roue avant, le guidon, vos points de contact ici sont alignés. Vous pouvez prendre une bosse ici, ça ne va pas vous faire tourner la direction. Si par contre, votre point de contact ici est là, quand vous allez prendre une bosse, ça va avoir tendance à faire tourner, ou ne pas faire tourner, ou remettre droit, votre direction en fonction de cet écart-là, de cet angle-là, de cette distance-là. Plus cette distance est grande, plus quand vous allez prendre la bosse, votre guidon va tourner. Voilà, donc c'est tout pour la partie deux roues.
On va passer à la partie 4 roues, je fais de nouveaux schémas et je vous reprends tout de suite. Voilà, nous sommes passés aux 4 roues. Donc les 4 roues ont des difficultés en plus qui sont liées au fait que les roues ne sont pas naturellement alignées. Ces problèmes-là, il va falloir les corriger en alignant virtuellement les pivots avec les points de contact. Et puis il y a un autre problème qui est que voilà, les roues n'étant pas alignées, il faut quand même que la voiture décrive un cercle. Donc il faut que toutes les roues décrivent un cercle. Si on fait une direction standard, je vais vous faire un petit zoom tout de suite, parce que là c'est impossible que vous voyez quoi que ce soit. Voilà, donc si on fait une direction standard avec un simple parallélogramme, comme ceci, on voit que les roues restent parallèles. Et donc comme on décrit un cercle, même deux cercles concentriques ne sont pas parallèles entre eux. Donc le souci qu'on a, c'est que si on fait ça, il y aura du ripage en permanence. Et en plus avec ça, on n'aura aucune précision, hein, puisqu'on ne sait pas quel pneu va adhérer. Il suffit que dans le virage, le pneu extérieur adhère un peu plus, puis d'un coup il y a une bosse, c'est le pneu intérieur. Voilà. Donc ça, c'est à oublier. Voilà. Et la solution à ça, c'est d'avoir des bras de commande qui soient obliques, qui forment un parallélogramme. Alors, le parallélogramme que ça doit former est très très simple en fait pour définir les angles. On va le définir tout de suite ensemble sur cet exemple-là. On va définir les bons angles pour notre parallélogramme et donc nos bras de commande. Donc on a notre carré qui est là. On a notre... Attendez, je passe du bon côté. On a nos roues qui sont droites en ce moment. Et ici on a le centre de notre axe arrière, de notre essieu arrière. On va tracer des droites qui vont relier... On oublie celle-là, hein, je ne l'ai pas bien effacée, c'est pas sérieux ça. Hein. C'est pas sérieux professeur. Donc on a tracé ces deux droites qui vont rejoindre ce milieu de cet essieu. Et on va tout bêtement en prendre des petites sections et ça va créer notre parallélogramme. Pour plus de détails, je vais vous mettre quelques schémas de la revue technique automobile qui sont bien plus précis que ce que je peux dessiner. Ok, donc ça c'est très bien, mais le problème c'est que si on fait une direction comme ça avec des points de pivot qui ne sont pas alignés avec les roues, vous vous doutez bien que quand on va percuter quelque chose, si là mon point pivot c'est mon poignet, si je percute quelque chose là, j'ai envie de tourner. Contrairement à votre vélo, où l'axe de pivot et votre point de contact sont alignés, où vous rencontrez une bosse, bon, bah, vous montez dessus, tout bêtement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va voir cette vue en coupe, donc regardez seulement cette partie-là, hein, cette partie-là du schéma. On voit une vue en coupe de notre roue, notre point de contact est ici, notre point de contact entre la roue et le sol. Il faut absolument que le point de pivot rejoigne le plan de ce point de contact, le plan de la roue en ligne droite. Et ça va se faire en inclinant, de la même façon qu'on a incliné notre fourche dans la direction de la marche, on va l'incliner aussi sur le côté. Et de cette façon-là, quand on va prendre une bosse, il ne se passera rien. Je ne sais pas si vous avez déjà conduit des voitures un peu pourries, moi personnellement pas trop, mais sur une 2 chevaux par exemple, où les roues sont pourtant très fines, etc., forcément plus votre roue est large, plus c'est facile de caler votre pivot à l'intérieur. Sur des roues très fines, c'est beaucoup plus compliqué. Vous prenez une bosse, vous pouvez lâcher le volant, quand vous prenez la bosse, la voiture elle continue tout droit. Et on va garder en même temps, dans l'autre plan, donc là on va repartir sur cette partie-là du schéma, on va garder notre angle d'environ 15 degrés. Parce que si on enlève cet angle, on n'aura pas le retour au neutre. Donc là, on en revient à une direction de moto, mais avec le pivot à l'intérieur juste de la roue. Et donc ça, c'est très visible, justement. Je vous prends l'exemple de la 2 chevaux parce qu'il y en a une juste derrière. Et je vous fais un petit démo après sur comment ça se passe sur une 2 chevaux. Pourquoi quand on tourne les roues, elles ont cet angle complètement fou. C'est parce qu'il y a tout ça qui est lié. Et en plus, sur une voiture, on parlait d'indépendance des freins et des suspensions. Tout à l'heure, notre histoire de pivot, si vous freinez, c'est pareil. Si là, je vais dans ce sens-là, quand je freine, ma roue, elle veut reculer. Donc, vous doutez bien que c'est hyper dangereux de faire une direction comme ça. C'est aussi pour ça que quand vous faites du karting, je ne sais pas si vous avez déjà fait du karting, mais aller en faire, c'est génial, mais c'est l'horreur. La direction d'un karting, c'est l'horreur, c'est l'enfer. Quand vous heurtez le bord de la piste, votre roue prend le tour. Quand vous heurtez quoi que ce soit, et c'est quasi impossible de tourner à grande vitesse. Parce que du coup, je ne sais pas ce qui se passe exactement, mais
les retours sont hyper violents. Et vous regarderez, la solution qu'ils ont employée, c'est de mettre des bras entre le volant, cette barre là qui relie les deux roues, elles sont souples pour réussir à contrer ça. Donc vos roues, elles font n'importe quoi. Voilà, donc c'est les choses à savoir. Il faut bien garder à l'esprit ces angles, l'alignement, etc. Maintenant, on va passer aux démos. Je vais vous montrer d'abord les fourches que j'ai fabriquées. Et on va regarder une fourche de vélo aussi, tout bêtement, mais un vélo avec une tronçonneuse. Et on va regarder sur une 2 chevaux, plus précisément sur Indian, la chips à roulette. A tout de suite pour les démos. Nous voilà avec cet exemple, le cyclotron, qui est tout bêtement un vélo de supermarché qui devait valoir 100 € ou 150 €, j'en sais rien. Donc c'est vraiment du vélo basique, fabriqué en masse. Et pourtant, à 60 km/h, il ne bronche pas. Donc je l'ai pris comme référence parce que c'est celui que j'ai conduit à la plus grande vitesse. Ce qui est important, qui rentre en jeu dans cette stabilité, c'est donc les angles qu'on a vus, qui sont quand même là. Hein. Vous le voyez peut-être pas sur la vidéo, je vais essayer de faire une autre prise de vue tout à l'heure. Mais quand je tourne le guidon, le haut du véhicule se déplace un peu. C'est lié à cette distance dont on parlait entre le point de contact de la fourche, de la rotation, hein, le point de contact de l'axe de pivot, et le point de contact de la roue. On voit ici, si on prolonge, on voit qu'il y a à peu près ces 4 cm là. On peut les mesurer ici. Hein. On va passer sur une fourche faite maison. Nous voilà avec le Rock'n'Bob, qui est donc le véhicule dont la fourche Springer a posé question sur comment faire une fourche Springer. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? Eh bien, il faut prendre en compte les ressorts, les machins, tout ce que vous voulez, mais si vous faites la mauvaise géométrie, ça n'a aucune importance, vous n'aurez rien de viable. Donc cette géométrie, on le constate, si on prolonge l'axe ici de rotation, on arrive à peu près là, et on est à peu près 4 cm devant le point de contact. On retrouve, comme sur le cyclotron, un petit mouvement du haut du véhicule, mais il est vraiment minime. C'était un peu le but, parce qu'on a eu des expériences mauvaises. Et le véhicule ne monte et ne descend quasiment pas. Alors, sur cette fourche, j'avoue, mais à coup pas. Je n'ai pas respecté les 4 cm. Ils sont un peu en dessous, on est un peu en dessous. Et c'est cette expérience-là qui me permet de dire qu'il faut un minimum. Parce que ce véhicule, même s'il se conduit très très bien à grande vitesse et tout ça, à basse vitesse, c'est un peu dur à piloter parce qu'on n'a pas cette possibilité, on va dire, de le redresser en donnant un coup de guidon. Si vous voulez, quand il penche par là, on ne peut pas faire ça et le redresser. Donc sur un 2 roues comme ça, les 4-5 cm, c'est relativement utile à basse vitesse. De toute façon, à haute vitesse, le fait qu'il y ait un peu moins ne change pas grand-chose parce que le poids de la roue et la vitesse de la roue font un effet gyroscopique qui est très important et le guidon tient tout droit sans souci. Ce qu'il ne faut pas, par contre, c'est passer en dessous du point de contact. Si j'étais allé trop loin et que mon point de contact de pivot était là et mon point de contact du pneu était vraiment derrière, alors il faut prendre en compte la suspension, bien sûr, hein, parce que votre suspension peut changer votre géométrie. C'est pour ça que de notre côté, on a opté pour une barre la plus verticale possible, pour que l'arc de cercle qui est décrit soit le plus neutre possible pour la fourche. On va regarder comment ça se passe sous une voiture, en l'occurrence la Diane, la chips à roulette. Mais ce que je vais dire là, c'est particulier sur une 2 chevaux parce que les roues sont très étroites et parce que je pense qu'il y a une vraie volonté de faire une direction très bonne, on va dire. Hein. Mais ça s'applique à toutes les voitures. L'appareil photo est bien plan là, on voit ce fameux angle, donc l'axe de rotation, hein, c'est, je vais essayer de jouer avec l'ombre, c'est ici. Hein. Donc ça c'est l'axe de rotation qui se prolonge au-dessus. Et donc cet axe de rotation, il est bien incliné, de manière à avoir ces fameux environ 4 cm. Alors je vous laisse faire la prolongation à vue de nez, c'est à peu près ça. Je pense qu'il y a un peu plus là. Ce point de pivot qui est pourtant pas gros, c'est lui qui régit toute la voiture. Il est légèrement incliné, ça se voit pas beaucoup, mais je pense que vous imaginez facilement que si on prolonge, on tombe bien sur le milieu du pneu. Et c'est ces deux angles qui expliquent l'aspect des roues quand on tourne les roues d'une 2 chevaux. Alors je vais tout de suite vous faire une démo, je vais tourner les roues et vous allez comprendre le phénomène connu dont je parle. Vous allez bien pouvoir le constater.
C'est parti pour la rotation des roues. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur la vidéo, mais la voiture s'est déplacée latéralement. Et ça, c'est lié à cette distance entre les points de contact de l'axe de rotation et le point de contact du pneu qui est un peu importante. On l'a aussi sur une voiture moderne. On l'a moins, mais on l'a aussi un petit peu. Enfin, ça dépend des voitures, toujours. Et dans l'autre sens, vous allez voir, c'est très impressionnant, je trouve. Il est vraiment très incliné. Voilà, j'espère que cette petite démonstration vous aura permis d'en savoir plus. Et puis, je vous dis à tous, allez-y, créez vos propres véhicules, n'ayez pas peur de vous tromper, renseignez-vous avant, mais n'ayez pas peur de vous tromper. J'avais promis de vous montrer comment j'avais transformé une fourche mal faite en une fourche bien faite. Donc là, sur le Mini Chopper, donc c'est pas les vélos derrière, hein, c'est le premier Mini Chopper, on a l'impression que la fourche est toute droite, toute basique, comme je l'avais montré au départ. Et c'était le cas avant, et c'était une catastrophe. Comment j'ai fait pour réparer ça? J'ai juste rajouté un déport entre la fourche, le T de fourche du bas et le T de fourche du haut. Alors j'ai coupé là, j'ai ressoudé après, etc. Enfin voilà, j'ai fait ça bien. Mais j'ai modifié en fait l'angle de rotation de la fourche, l'angle de pivot, et l'angle de la fourche ne sont pas parallèles. Ce qui fait qu'arrivé au bout, je suis bon. Alors il y a toujours un petit écart, c'est pas parfait, mais c'est quand même nettement mieux. Alors si vous faites aussi un truc pas parfait, une petite solution c'est de mettre un petit ressort en dessous. Voilà, et comme ça quand vous lâchez le guidon il revient à peu près droit. Voilà, donc ça a permis de réparer, et quand vous regardez les têtes de fourche de moto, j'ai pas d'exemple là, mais les têtes de fourche de chopper sont souvent avec cet effet là, ce qui permet d'éviter d'avoir un tête de fourche qui fait 15 cm de déport. Hein. On met un petit peu d'angle, etc. Par contre, du coup, vous pouvez pas rallonger vos tubes tout bêtement. Quand vous avez un... il faut réfléchir à cet angle, c'est important. Alors, petit point complémentaire sur les fourches Springer, qui s'appliquent à d'autres formes de fourches, hein, mais les implications sont différentes, on va dire. Là, on regarde le frein tambour. Donc, quand on serre la poignée de frein, ce que je vais faire tout de suite, le flasque qui est ici va avoir envie d'être à la même vitesse que la roue. Si la roue tourne, bien entendu, c'est-à-dire que ce flasque va vouloir tourner de cette façon. Si on fixe ce flasque sur la barre oblique de la suspension, ça va comprimer les ressorts secondaires qui sont ici, qui sont normalement relativement faibles. Il ne faut pas des ressorts trop forts ici, parce que ça n'a pas d'utilité. Le but c'est de laisser quand même la fluidité, et de pas trop précomprimer cela. Enfin bref, vous pouvez mettre des ressorts relativement forts, mais ils sont pas faits pour supporter le poids. Et donc là, vous allez vous retrouver avec une fourche qui, quand vous freinez, va se soulever. Et ça, c'est particulièrement problématique sur une fourche avant. Parce que vous allez avoir deux forces qui s'opposent et qui vont varier en fonction de votre vitesse et de votre poids et de votre freinage. C'est-à-dire que vous allez lâcher le frein, la moto va s'écraser, enfin c'est vraiment pas du tout bien. Au début on l'avait fait et on a dû refaire. Et la solution c'est de faire un parallélogramme. Ça s'applique aussi au frein à disque. Hein. Je parle d'un frein tampon mais ça s'applique au frein à disque. Pour reprendre ici la force sur quelque chose qui n'est pas mobile, sur quelque chose qui est fixe. Donc c'est la partie fixe de la fourche. Tant qu'on est là, on parlait de frein, on va faire un petit aparté vite fait. Sur les freins arrière, c'est pareil, les freins sont pris sur le bras oscillant, et souvent ça fait des effets bizarres parce que les freins oscillants, les bras oscillants ont envie de descendre. C'est le cas par exemple sur ma voiture qui est une Citroën. Les Citroën ont des bras oscillants à l'arrière, enfin les vrais Citroën en tout cas. Et ces bras oscillants, quand on freine, ça a tendance à écraser un peu la voiture à l'arrière. Ce qui par contre est positif, puisque la voiture a tendance notamment à beaucoup s'écraser sur l'avant. Oh les petits jeunes au fond là, on se calme, vous m'écoutez, c'est professeur Popoudoum qui parle hein.